Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille deux invités. Ahmed Atoumani Douchina, candidat aux législatives dans la Circo 2. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors à vos côtés, votre suppléant Saïndou Dimassi Mouftaou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous direz ce qu'il en est de votre programme pour ces législatives qui auront lieu, on le sait, les 11 et 18 juin prochains. On en parle tout à l'heure avec vous deux. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler avec vous de ce phénomène qui touche particulièrement les Outre-mer. On a vu la population carcérale qui est en surpopulation, justement qui est de trop. Alors on verra justement ce qui se passe notamment à Mayotte où justement ce phénomène est très prononcé. On en parle tout à l'heure avec vous Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mardi 23 mai. Ce matin, le syndicat CFDT au CHM a rencontré la direction. Les discussions qui ont duré plusieurs heures ont abouti à des avancées pour les syndicalistes. Mais la vigilance reste de mise par rapport à ces nouvelles promesses et la CFDT a donc décidé de suspendre le mouvement jusqu'à nouvel ordre. Explication. L'application intégrale du Code du travail de droit commun, prévue au 1er janvier 2018, risque finalement de s'étaler jusqu'en 2022. Néanmoins, le président du MEDEF estime qu'au niveau du Conseil des prud'hommes, nul besoin d'attendre. Syndicats de salariés, syndicats patronaux, élus, tous sont d'accord pour que ce conseil voie rapidement le jour. Le point au cours de votre journal. La société Matisse, déjà engagée dans l'économie, le social et la culture, s'investit également dans la protection de l'environnement. En effet, l'entreprise vient de lancer son concours développement durable à destination de ses usagers, les collégiens, lycéens et étudiants de l'île. Reportage. Et deuxième jour de grève ce matin au centre hospitalier de Mayotte. Côté gréviste, ce n'était toujours pas la foule des grands jours. Cela n'a pourtant pas empêché la CFDT, plus déterminée que jamais, de se faire entendre. Car si hier aucune négociation n'a eu lieu, le dialogue a finalement pu s'installer ce matin entre les représentants syndicaux et la direction. Une rencontre qui aura été bénéfique puisqu'elle a permis aux deux parties de s'entendre en vue d'un protocole de sortie de conflit. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce deuxième jour de grève au CHM n'aura pas plus mobilisé que la veille. Néanmoins, la détermination était encore au rendez-vous en attendant une première réunion de négociation prévue dès 10h30. Aujourd'hui, nous sommes plus que déterminés parce qu'aujourd'hui, je pense que la population et les agents vont très vite comprendre à quel point on nous méprise. Parce que si encore hier, ils n'ont pas choisi de nous recevoir, on ne sait pas. Ils s'en fichent complètement. Il faut dire les choses, parce qu'on aurait pu l'éviter. Ce qui va être proposé aujourd'hui, ça aurait pu être proposé la semaine dernière. Donc tout ça, c'est des rappels, c'est des choses qu'on a déjà fait, c'est des mouvements à répétitifs. Donc la direction, très sincèrement, on verra. Et lorsqu'ils se plaignent de l'absence de dialogue social, eh bien, c'est malheureux, mais ils n'ont fait aucun effort pour que ça soit autrement. Selon les délégués syndicaux CFDT, la direction est en grande partie responsable de la situation actuelle en raison de son manque de réaction face à l'urgence de la situation. Wamisu sona noro bolembe wamonas bureau ka sona tongo wasirizeshe wasimaswanya surtout les paramédicaux donc demantara rabenzar shike rwambe mbabasi bo kiasi bo mana tambuzor sur para babo na babo mapatient wasilemewa mapatient wasijahasera wasirislemewa mana ratumon na ramon na la chaîne ilfanyo hazi travail à la chaîne mana karis para ringa wadera wakalmera rawaileza shtongo beratumon ramon na usine. Parmi les revendications, la CFDT réclamait notamment la démission de la nouvelle directrice, jugée en adéquation avec la politique menée jusqu'alors au sein de l'établissement. Elle se vante d'un projet de 7 ans. Mais croyez-vous que dans les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est un projet qui va se mettre en route dans 7 ans, que ça va régler le problème d'aujourd'hui? Non, c'est du mépris absolu. C'est du mépris absolu. Il aurait fallu qu'il y ait une continuité des accords que nous avons passés. Mais avant ça, il faudrait du transparence. Et la transparence, elle n'y est pas.
Le projet évoqué fait état de la construction d'un nouvel hôpital à l'horizon 2025. En attendant, la réunion du jour aura été fructueuse puisque la grève est suspendue. En effet, les grévistes ont obtenu plusieurs avancées. La première concerne les remplacements qui ne pourront plus se faire d'un établissement à un autre. Un agent qui travaille à Mramadoudou ne pourra ainsi plus être envoyé à Dzoumonier. Par ailleurs, les personnels travaillant dans les dispensaires pourraient obtenir des tickets restaurants. En ce qui concerne les problèmes de moyens, un audit est toujours en cours, tandis que la direction s'est engagée à respecter les différents protocoles de sortie de conflits signés. Pour ce faire, un comité de suivi associant les syndicats va voir le jour. Les nouvelles sont donc bonnes, même si la CFDT reste vigilante, en attendant les prochaines rencontres. Et du côté de la Colas, en revanche, les choses ne s'arrangent pas. Les négociations réclamées par la CGT sont refusées en bloc par la société, tandis que les délégués syndicaux avaient à nouveau rendez-vous au tribunal ce matin. Le jugement a été reporté à demain midi, mais pour le secrétaire départemental de la CGT, pas question d'abandonner ses collègues. Ce dernier pointe d'ailleurs une nouvelle fois du doigt la société Colas, qui selon lui a toujours du mal à accorder des droits à ses salariés, et ce dans tous les territoires où elle s'implante. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est à nouveau devant les portes du tribunal de grande instance que les délégués syndicaux de la Colas avaient rendez-vous en début d'après-midi. Le conflit prend aujourd'hui la forme d'une bataille judiciaire, comme s'y attendait le secrétaire départemental de la CGTMA. C'est une mascarade organisée par la Colas pour s'asseoir sur les droits des salariés, les salariés qui sont dans une action pacifique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont commencé dès le départ. Et puis se trouver devant la justice pour des faits auxquels ça a été démontré que ce sont des faits qui ont été inventés. Alors là, on peut se poser des questions vers où on va et comment on peut construire Mayotte. Je peux dire tout simplement que c'est une entreprise qui a l'habitude d'être dans ce département depuis un certain nombre d'années avant que la réglementation s'applique. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il y a des lois qui s'appliquent et des obligations qu'ils doivent assumer, au lieu d'aller vers la mise en place de ces obligations, ils essayent en permanence. Nous avons vu en 2015 que c'était les délégués du personnel et délégués syndicaux qui ont été attaqués. Aujourd'hui, on retrouve la même chose. Le conflit de 2015 avait en effet mené au licenciement de plusieurs délégués syndicaux. Néanmoins, cette fois, les grévistes se disent sereins et comptent bien poursuivre le rapport de force jusqu'au bout. Nous, les jeunes, on sait très bien ce que c'est multinational, on sait très bien ce que c'est la loi, on sait très bien ce qu'on revendique, on sait très bien ce qu'on veut. Donc voilà, il faut que les choses commencent à changer ici à Mayotte. Je le rappelle déjà, bon ben voilà, on est dans un droit commun, on regarde tout simplement ce qui se passe à La Réunion et puis ce qui se passe ici à Mayotte, comment la Colas nous traite ses salariés, tout est là, rien n'est caché. La Colas nous traite comme moins que rien et pourtant quand on regarde beaucoup de choses, on est à égalité avec nos homologues rayonnais, donc tout ce qu'on demande, ce qu'on doit traiter comme nos collègues qui sont juste à côté de nous, La Réunion. La CGT réclame que les salariés mahorais soient traités comme ceux des autres territoires français. Néanmoins, selon Salim Naouda, le bras de fer sera rude face à une multinationale qui refuse actuellement de négocier. Tout a été fait pour que la Colas vienne sur la table de négociation avec les salariés. Il y a la préfecture qui est intervenue, il y a la direction qui est intervenue, il y a les syndicats qui sont intervenus pour qu'il y ait des négociations. Et la Colas, la direction de la Colas régionale, parce qu'il fait La Réunion et Mayotte, refuse d'engager des négociations pour sortir le personnel dans ces mouvements. Depuis 15 ans que j'assiste à la commission consultative du travail pour faire évoluer le droit du travail à Mayotte, au début, c'est la direction de la Colas qui assistait à ces réunions et nous avons vu comment cette direction a été hostile à l'évolution des droits des salariés à Mayotte. Donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout étonné parce que de 2002 à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution de mentalité dans ce groupe et il est temps à ce que la mentalité évolue. Sinon, je reste là, justement, comme je l'ai dit, à la population d'agir. Depuis le début de ce conflit, la CGT demande l'ouverture de négociations ou le départ définitif de la société Colas du 101e département.
Et autre sujet à présent, ça y est, le premier chantier du quinquennat Macron vient d'être mis en route, à savoir la réforme du Code du travail. Ce mardi, en effet, le président de la République a reçu les leaders des représentations syndicales un par un à l'Élysée. À Mayotte, la transposition du Code du travail par voie d'ordonnance, elle a toujours du mal à passer, même auprès des syndicats patronaux. Illustration avec le président du MEDEF Mayotte qui estime que rien ne justifie d'attendre 2022 pour installer un conseil des prud'hommes à Mayotte. Un avis que d'autres acteurs locaux partagent, tels que syndicats de salariés, organisations patronales ou encore parlementaires. Les précisions avec Sony Chamsidine. La réforme du Code du travail, dossier brûlant au niveau national, l'est encore plus au niveau local. La transposition du Code du travail jusqu'en 2022 pose problème, d'après le MEDEF Mayotte, notamment sur la question du Conseil des prud'hommes. Thierry Galarme, le président, estime que rien ne justifie l'installation de cette juridiction du travail à cette période. Une position confirmée par le député Ibrahim Aboubakar. Cette question était venue en débat au moment de la loi égalité réelle. Nous avions déjà refusé une adaptation jusqu'en 2022, puisqu'on avait voté que l'on reste dans les délais actuels. Donc, s'il y a en plus un consensus entre les partenaires sociaux sur ce point, il n'y a aucune raison de vouloir reporter à 2022. Je souhaite que à la fois la volonté du législateur, qui aujourd'hui se trouve être confirmée par la volonté unanime, l'avis unanime des partenaires sociaux, que ça soit respecté au 1er janvier 2018, effectivement, cette question des prud'hommes. Actuellement, à Mayotte, les litiges entre employeurs et salariés sont jugés par le tribunal du travail. Pour le représentant départemental de la CGTMA, le tribunal des prud'hommes, promesse d'antan, est désormais plus que vitale. La question du prud'homme, c'est une question urgente et il ne faut pas qu'on continue à repousser année en année ce droit qui est légitime pour les salariés, pour la défense des salariés de Mayotte. C'est une question effectivement qui permettra aux salariés de Mayotte que le dossier soit traité au même niveau d'évolution comme dans tous les autres départements, parce que nous savons qu'à Mayotte, nous avons notre système propre qui est le tribunal du travail, qui parfois prend du temps pour que les dossiers des salariés soient traités, alors que si nous avons le conseil de prud'homme à Mayotte, les dossiers qui seront traités concernant uniquement les salariés, les conflits entre employeurs et salariés, et avec le conseil, on ira beaucoup plus vite et les salariés auront des résultats rapidement. La réforme du Code du travail est donc loin d'avoir fini de faire parler d'elle et les prochaines décisions seront suivies avec vigilance par l'ensemble des acteurs locaux. Je me tourne maintenant vers nos invités, Ahmed Atoumani Douchina et son suppléant Saïndou Dimassi Moufta. Alors, comme tous les candidats qui passent sur ce plateau, Ahmed Atoumani Douchina, je vais vous poser la question. Quel est votre projet pour les Mahorais lorsque vous êtes élu demain parlementaire? Mon projet, je le scinde en 3 parties. D'abord, rétablir l'égalité républicaine entre Mayotte et l'ensemble des départements d'outre-mer et français. Nous sommes un département comme les autres. Il n'y a pas de raison pour qu'au niveau administratif, au niveau social, au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, nous soyons les parents pauvres de la République. Deuxième niveau de revendication ou bien de souhait, c'est que vous savez que l'État a beaucoup des engagements qu'il n'a pas pris, qu'il n'a pas tenus au niveau financier et qui handicapent beaucoup les collectivités territoriales de Mayotte, notamment le conseil départemental. Il y a beaucoup de charges indues qui ont été engagées par le conseil départemental et l'État, qui a été sollicité plusieurs fois, s'est engagé à résorber ses dettes. Et puis, vous savez très bien que dernièrement, le président du conseil départemental de Mayotte a fait une déclaration pour dire que les engagements qui avaient été pris par l'ancien Premier ministre ont été tout simplement oubliés. J'estime que cela n'est pas du tout acceptable et que pour tout candidat ou bien tout élu responsable qui représente Mayotte au niveau national, c'est nécessaire que cela soit rétabli. Si on arrive déjà à récupérer tout l'argent que l'État nous doit,
je crois que ce serait un grand pas en avant. Ensuite, j'ai dit que c'est en 3 phases. La troisième phase, c'est les grands projets, les grands investissements donc, qui doivent être mis en place sur Mayotte. Je pense particulièrement, par exemple, à la piste longue qui doit pouvoir accueillir des gros porteurs sur Mayotte, des avions qui pourraient réduire le prix d'avions, de billets d'avion. Tout ça, c'est des projets assez importants qu'il faudrait mettre en place. Alors, si vous permettez, je vais revenir sur certains points de ce projet-là, à part rétablir l'égalité républicaine. Donc, en matière d'éducation, je crois que c'est plus que criant que les écoles soient construites en nombre suffisant pour que nos enfants ne soient plus obligés de travailler que la moitié du temps qui est destiné à l'enseignement. Au niveau de l'éducation toujours, il est nécessaire, après avoir obtenu un centre universitaire autonome à Mayotte, que soit développé enfin une université de plein exercice avec les CROUS qui pourra accueillir les jeunes étudiants pour faire leurs études entièrement à Mayotte avec toutes les filières, ou du moins les plus importantes à Mayotte. Au niveau toujours de l'éducation, je pense aussi à la formation des professeurs, des instituteurs. Il y a beaucoup au niveau du primaire comme au niveau du secondaire, beaucoup de recrutement de contractuels. Ce n'est pas du tout péjoratif de se faire appeler contractuel. C'est des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas forcément la qualification pour aller enseigner. Ces gens-là méritent d'être formés et puis au niveau de la titularisation, doit se préparer ici sur place des modalités de titularisation plus rapides sur place. Et puis, moi, je voudrais aussi revenir sur la formation d'une manière générale des hommes et des femmes. Mayotte est un jeune département qui a besoin de beaucoup de cadres qualifiés de haut niveau, mais aussi nous avons beaucoup de jeunes qui représentent presque 60% de la population qui méritent d'être formés. Il nous faudrait ici un CFA, un centre de formation qui puisse accueillir et former les jeunes. Alors, donc c'est un programme à la fois très dense, ambitieux, mais qui est réaliste, parce que quand on veut commencer d'abord par demander le respect des engagements de l'État, ce n'est pas sorcier. Je crois qu'on peut insister là-dessus. Alors justement, vous vous présentez sous la bannière UDI. Aujourd'hui, on connaît le contexte actuel. On sait que le président essaie de rassembler le maximum de gens autour de lui. Est-ce que vous ferez partie de ces personnes qui participent, qui justement rejoignent son projet? Moi, je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se présenter, pour faire la campagne. Là, c'est en ce moment, je vais défendre mes couleurs, je vais défendre mes idées, mais une fois élu, il faut travailler. C'est le deuxième temps. Quand vous êtes un responsable, vous n'allez pas avec une idée d'aller vous opposer à celui qui a la manette, qui détient la manette. Donc, si je suis élu, je vais travailler avec ceux qui ont été élus et dont la population... Et vous pensez être entendu ? Je crois que dans le contexte actuel, forcément, on sera entendu. Et mon parti, au niveau national, s'est bien positionné. Il a dit, pas de fusion, il ne va pas se fondre En Marche, mais il est prêt, il tend la main pour travailler, puisque ce deuxième temps va arriver de responsabilité. Donc, nous sommes prêts à travailler sans nous fondre dans République en marche. Alors justement, vous êtes venu avec votre suppléant, Saïndou Dimassi Mouftaou. Alors c'est votre premier engagement en politique. Pourquoi vous avez choisi de vous engager auprès de Ahmed Atoumani Douchina? Alors je me suis engagé à côté de Douchina parce que lui c'est un homme d'expérience. Et c'est avec lui que j'ai beaucoup d'estime. Et puis, on se connaît, on vient de milieu, si vous voulez, milieu d'enseignement. Et avec lui, on apprend et je suis bien à côté de lui. Et justement, la parité, ça a été l'un des points forts, l'un des points qui a été évoqué particulièrement par le président. Et vous en avez fait quoi, Ahmed Atoumani Douchina, de la parité? Vous savez, la parité, c'est quelque chose de bien, mais aussi, il y a l'affinité aussi. Hein. Bon, c'est pas que je n'aime pas les femmes. Vous savez, je suis marié. J'ai pas un Pax,
Mais en matière de politique, je crois qu'il faut toujours travailler avec des gens en qui vous avez confiance, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Monsieur Mouftaou est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler pendant des années. À part les affinités d'ordre professionnel, il y a aussi des affinités politiques. Donc c'est quelqu'un que je connais et c'est pas pour autant que je ne travaille pas avec des femmes. J'ai beaucoup de femmes qui m'entourent au niveau de réflexion, donc je respecte cette parité dans un autre sens. Merci beaucoup à tout Mohamed Atmani Douchna. Merci à vous également, Saïndou Dimassi Mouftaou, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 23 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Dans son nouvel avis adopté le 18 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, se dit alarmée par les prisons en Outre-mer. En effet, ces dernières connaissent une surpopulation pénale impressionnante, à l'image du centre pénitentiaire de Majicavo. 3 ans tout juste après son ouverture, la CNCDH dénombrait 322 prisonniers, là où la capacité maximale de la maison d'arrêt du département a été pensée pour 278 détenus. Le taux d'occupation atteint les 116%, tandis que du côté du quartier des mineurs, ils sont 33 à s'entasser pour seulement 6 places. Cela est en partie dû aux aménagements de peines difficilement applicables à Mayotte en raison d'un manque de moyens humains et matériels. Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'alarme face à la fréquence de traitements inhumains et dégradants constatés en Outre-mer en raison des conditions de détention. Dans sa première intervention, la nouvelle ministre des Outre-mer a déclaré vouloir inscrire son action dans la continuité d'Erika Bareitz. La première urgence sera de respecter et de mettre en œuvre les accords de Guyane, en s'appuyant notamment sur un comité de suivi dont fera partie la FEDOM. La seconde urgence est la situation de Mayotte, territoire sinistré mais porteur de formidables potentiels, auquel la République doit d'abord rappeler son attachement en lui permettant de vivre en sécurité, en éduquant ses enfants et en permettant la libération des énergies entrepreneuriales. Voici la réaction de la Fédération des entreprises d'outre-mer après les premiers mots d'Annick Girardin. La FEDOM affirme que la ministre va trouver sur son bureau de nombreux dossiers brûlants, tels que la politique de continuité territoriale ou encore la lutte contre la vie chère. La fédération assure donc qu'elle sera à ses côtés pour le développement économique et la réussite des territoires ultramarins. L'école à Mayotte du 19e siècle à nos jours, c'est le titre de la nouvelle publication des archives départementales de Mayotte. Il s'agit d'un dossier pédagogique réalisé par le service éducatif des archives avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et du vice-rectorat de Mayotte. Destiné principalement aux enseignants du second degré, le grand public aura également accès à cette synthèse inédite et documentée sur l'histoire du système scolaire à Mayotte de la période coloniale à nos jours. Plusieurs thèmes sont abordés, tels que les enjeux de l'instruction publique dans le processus de conquête morale de la colonisation, la scolarisation des filles, la création des instituteurs coraniques, la scolarisation de masse dans le premier degré ou encore le développement tardif du second degré. A noter que l'ouvrage sera distribué gratuitement dans les établissements scolaires et toutes les bibliothèques de l'île. Alors Pierre, on vient de le voir, la population carcérale pose beaucoup de problèmes ici en Outre-mer, notamment le Siamet, une population qui est en excès au vu des places disponibles dans les établissements. Oui, ça fait déjà 1 an que c'est le cas. On se souvient, en juin 2016, c'était déjà le cas. Ça avait commencé. Pour la première fois, on avait atteint la capacité maximale et on commençait à la dépasser. Alors, c'est surtout le cas sur le quartier des mineurs, qui était prévu pour seulement 6 mineurs. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas comment ont été faits les plans, mais on ne s'attendait peut-être pas à ce que la délinquance soit aussi juvénile et qu'elle ait bien souvent moins de 18 ans, puisque la plupart des jeunes qui sont arrêtés ont moins de 18 ans ou des délinquants ont moins de 18 ans. Donc tous ne sont pas mis en prison. Voilà, effectivement, il y a des facteurs aussi qui ont été expliqués qui sont l'aménagement de peine qui n'existe pas à Mayotte parce qu'il y a un véritable manque de moyens. Alors de moyens humains au niveau des juges, mais aussi de moyens matériels. Il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil, de structures de réinsertion. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc effectivement, il y a une surpopulation carcérale et lorsque l'on voit aujourd'hui le niveau de délinquance et la croissance
dans ce domaine, l'inquiétante croissance, on se dit qu'effectivement, il va falloir vite faire quelque chose par rapport à cette prison, en créer une autre, l'agrandir, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va être une véritable question. On sait qu'Emmanuel Macron est favorable à une augmentation des places carcérales. C'était un engagement de campagne. On sait aussi qu'il veut recruter 10 000 policiers. C'était vraiment, au niveau de la sécurité, ces mesures phares, plus de places en prison et également plus de policiers. Et puis justement, cette question des policiers, je voulais y venir. Parce qu'on a encore eu un blessé au niveau de la BAC, un agent de la BAC qui a été blessé hier soir. Il a pris un pavé sur la tête, enfin une brique sur la tête, un demi-parpaing, pardon exactement, sur la tête, alors que voilà, il était en intervention. Donc 6 jours d'ITT, encore une fois, voilà, l'intégrité physique des agents qui est mise à rude épreuve quotidiennement. Ça a à nouveau provoqué la colère du syndicat Alliance Police qui ne cesse de s'alarmer face à la situation et face au manque de moyens. On se souvient que voilà, il y a plusieurs semaines, notamment lorsqu'il y avait eu la venue de Bruno Le Roux, ils avaient été très critiques, ils avaient parlé de mascarade, et aujourd'hui ils le sont encore, ils continuent de dénoncer le manque de moyens. Alors ils attendent beaucoup, notamment le syndicat Alliance Police attend beaucoup de ce nouveau gouvernement, ils attendent beaucoup d'Emmanuel Macron. Ils étaient en contact avec eux, ils l'ont soutenu. Donc on imagine que voilà, il va y avoir des annonces. On entend des bruits déjà de couloir avec des annonces d'effectifs, mais ça pourrait n'intervenir qu'en septembre prochain. Et c'est vrai qu'il y a déjà vraiment urgence. Alors urgence au niveau carcéral parce que effectivement, vu la situation et vu la délinquance, on imagine qu'il va y avoir de plus en plus de monde en prison. Ça, c'est un véritable problème. Est-ce que c'est pas un échec aussi de toutes ces opérations qui ont été faites au niveau préventif, on en arrive au fait qu'il faut être répressif et justement cette surpopulation carcérale? Effectivement, de toute façon, je pense que chaque personne qui va en prison, c'est un échec pour la société entière parce que ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à en faire un citoyen qui respecte les lois, qui respecte l'état de droit aussi. Donc voilà, donc forcément c'est un échec. Et à Mayotte plus qu'ailleurs, puisque l'échec il commence très très tôt et de plus en plus tôt. Donc ça forcément, bien sûr, on est dans le cas d'échec et surtout de manque de réponse face à cet échec parce que aujourd'hui on n'est pas du tout en mesure de répondre à Mayotte à l'errance d'une partie de cette jeunesse, à la délinquance qui grandit dès les établissements scolaires, puisque c'est aussi là que naît. Donc il y a un vrai travail à faire et pour ça il faut des structures d'accueil, il faut un accompagnement de ces jeunes, il leur faut aussi des activités, il leur faut des perspectives d'avenir et tout ça bien entendu que ça va avec cette répression qui aujourd'hui est indispensable pour rétablir l'état de droit. Donc voilà, donc on va suivre encore une fois, on va ne cesser de le dire à chacune de nos éditions, mais de très près les prochaines annonces parce qu'elles sont vraiment primordiales et elles sont très attendues et tout le monde a les yeux rivés sur justement le nouveau gouvernement. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et on termine enfin avec ce concours lancé par la société Matisse à l'adresse des collégiens, lycéens et étudiants de Mayotte. La société qui se veut citoyenne n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. En effet, on connaît déjà son implication dans le département à travers des projets tels que la campagne Non à la violence ou encore par sa participation à l'école des parents. Le dernier projet en date quant à lui a pour thème le développement durable, de quoi mobiliser la jeunesse locale. Pour ce qui est des modalités du concours en question, Adèle Laurent nous en dit davantage dans ce reportage. L'environnement, le social, la culture, la société Matisse ne reste pas cantonnée qu'à son rôle premier, le transport des scolaires, et s'implique dans bien des domaines. Widad Mohamed nous en dit plus. Nous travaillons régulièrement avec l'association Mayotte Île Propre. Nous les avons accompagnés par exemple dans le forum de l'environnement. Nous travaillons également dans le social, donc récemment avec l'école des parents. Et enfin, nous travaillons donc au niveau culturel, donc avec les associations pour mettre à disposition donc des bus pour tout ce qui est club de basket, club de foot, etc. Matisse, une entreprise citoyenne qui s'investit dans l'économie, le social, la culture et l'environnement. Et concernant ce dernier domaine, la société vient de lancer son concours développement durable à destination des usagers de Matisse, les scolaires. Ceux-ci sont invités à proposer un projet contribuant à réduire la pollution sur l'île. iPhone, VTT, vol ULM ou encore sortie bateau, des cadeaux sont prévus pour les 3 meilleures créations.
Nous souhaitons impliquer tous les usagers, donc que ce soit les étudiants, les lycéens et les collégiens, donc dans cette démarche qui est en fait donc de donner des solutions qui pourraient réduire la pollution ou faire en sorte à ce que les gens soient un peu plus conscients et prennent conscience en fait des dangers de la pollution. On espère qu'il y aura beaucoup de participants. C'est un projet quand même qui est pour la société mahoraise et c'est important donc de protéger notre belle île et le lagon en apportant des solutions pour le préserver, donc pour les futures générations. Sous forme de maquettes, de dessins, de vidéos ou de photos, Matisse donne donc à ses usagers la possibilité de s'impliquer dans la lutte contre la pollution en proposant leurs projets. Car, comme le dit si bien la légende amérindienne du colibri, tout le monde peut faire sa part. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau Salim Naouda qui reviendra sur le conflit à la Colasse. Et puis à 7h30, ne ratez pas cette exclusivité Coésie Toro Chamou qui sera sur notre plateau pour un concert unique. Il est venu à Mayotte pour ce concert et il réagira également sur l'actualité locale. Excellente fin de soirée à vous sur KTV et à demain.